Merci Laurent, merci Maman Badin, merci à tous les organisateurs, Yasmina et toute l'équipe. Je suis très content de cette organisation qui arrive à répondre au niveau de complexité qu'un tel débat nécessite, c'est-à-dire avoir des personnes du Congo et des personnes de Belgique, de la diaspora congolaise de Belgique et aussi du Congo même, aussi bien au niveau des autorités politiques, des chercheurs, des activistes et aussi des professionnels du patrimoine. Et voilà, moi je vais aussi m'intéresser à une autre type d'hybridité que ce sujet implique, ça veut dire la question de la resémantisation, comment est-ce qu'on construit le sens de ces objets de la même façon, en tenant compte à la fois des points de vue qui sont développés à l'intérieur des institutions comme les musées, mais aussi en tenant compte du sens que ces objets ont acquis ou peuvent encore acquérir au sein des communautés au Congo. Donc, je m'appelle Patrick Moudekereza et je suis doctorant en histoire de l'art entre l'Université de Lubumbashi et l'Université libre de Bruxelles, co-dirigé par Nathalie Nist et Pierre Kalenga dans chacune des deux universités. Je suis aussi moi-même dans une forme d'hybridité parce que je suis un jeune chercheur, comme je dis toujours, mais j'ai plus d'expérience comme opérateur culturel, notamment avec le Centre d'art Waza, et vous verrez que c'est quelque chose que j'ai ramené dans ma démarche de recherche. Donc je fais une recherche-action, ça veut dire que dans ma recherche, il y a aussi des projets artistiques qui sont développés, et donc des collaborations avec des artistes dans les communautés à Lubumbashi et à Moba. Et donc la photo que je vous montre, je ne vous en montrerai pas énormément, c'est une photo de terrain où le livre que vous voyez est un livre où j'ai rassemblé des objets que j'ai repris dans les bases de données des musées ici pour discuter avec, notamment ici, c'est un groupe religieux qui s'appelle Basali Kobe à Kasenga, tout près, pas le Kasenga au Katanga, mais Kasenga dans le Tanganyika, près de Kirungu, Moba. Alors, je vais donc commencer par une provocation. Qu'est-ce qu'on veut restituer? Ensuite, je vais moi-même me lancer dans une provocation personnelle en présentant le musée comme obstacle à la restitution, même si c'est l'acteur bien sûr clé là-dedans. Je vais présenter des cas concrets ou des expérimentations que j'ai réalisées avec des artistes tabois. Et enfin, finir par la réplique à la provocation, c'est-à-dire ce que l'institution pourrait apprendre d'une démarche de resémantisation qui implique également les artistes. Alors, la provocation. En 2022, j'étais invité à écrire un texte pour un spectacle qui s'appelle The Ghosts Are Returning, qui est un spectacle qui a été monté en Allemagne et qui a beaucoup tourné en Suisse. Et dans ce spectacle, dont je vais parler tout à l'heure, dans la préparation du spectacle, un scientifique a sorti cette phrase « Restituer, restituer, c'est bien beau de restituer, mais va-t-on apprendre aux villageois africains l'histoire de l'art ?» Alors, c'est quote, hein, c'est vraiment comme ça que ça a été dit. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agissait parce que je n'ai pas le droit. Mais en fait, ça dénote une certaine arrogance. Donc, la restitution va prolonger la muséalité occidentale, le sens que les objets ont acquis ici, y compris dans les villages en Afrique, dans la perception de ce chercheur-là. Mais si on retourne la question, on pourrait y voir une sorte de pertinence, une sorte d'interpellation. Quand on restitue l'objet ou les dépouilles, qui décide du sens que ces objets, que ces dépouilles d'ancêtres peuvent avoir? Et c'est là que la question de la resémantisation devient importante et aussi la question de quelle science accompagne cette restitution. Pour ce chercheur, l'histoire de l'art est indispensable pour conserver, étudier, transmettre ces objets. Or, on sait tous que l'histoire de l'art est une science extrêmement eurocentrique. Et donc, si on restitue ces objets par le prisme de l'histoire de l'art,
on doit les inscrire, on doit parler de Pablo Picasso, du primitivisme et tout ça, pour pouvoir les étudier et les regarder comme des œuvres d'art. C'est aussi, justement, pourquoi il n'a pas parlé de muséologie, par exemple, une autre science qui, avec tous ses défauts, est peut-être un peu plus attentif à la question du contexte, parce qu'en muséologie, l'objet est le témoin d'un contexte, et on essaye de le présenter comme ce témoin-là. Donc la muséologie a aussi ses problèmes. Toutes les sciences ont les problèmes, comme toutes les métaphysiques chez nous ont aussi leurs problèmes. Alors, ma provocation, pour répondre à cette provocation, c'est de dire qu'en fait, quelque part, le musée peut devenir un obstacle. Bon, je le dis dans un musée, et je suis moi-même, je passe le plus de temps dans les musées, moi et ma famille. Et donc, pour illustrer ça, je voudrais expliquer ce paradoxe que Ivan Illich, que j'ai découvert et que je trouve très passionnant, a essayé de développer par rapport à la notion de l'école dans un livre qui s'appelle « Une société sans école ». Il en a aussi parlé par rapport à l'hôpital, par rapport au transport. C'est quoi le paradoxe? C'est qu'au départ, une institution est créée pour répondre à un besoin réel. Dans le cadre du musée, le musée a pour mission d'assurer la patrimonialisation, donc d'inscrire dans le patrimoine, dans la continuité. Donc c'est un besoin réel qu'une société a, on crée une institution pour le faire. Ensuite, l'institution grandit, elle devient tellement grande, elle devient bureaucratique, elle devient monopolistique, rien ne se passe en dehors de l'institution. Donc pour le cas de l'école, si vous voulez enseigner votre enfant ou si vous voulez que votre grand-mère apprenne des contes à votre enfant, on va vous dire non, ça ne va pas se passer comme ça, ce n'est pas dans le programme scolaire. Donc l'école prend le monopole de l'enseignement, l'hôpital prend le monopole de la santé, comme voilà, la voiture prend le monopole du transport. Quel est le résultat de ce système? L'institution crée le problème qu'elle prétend résoudre. Donc, l'école devient un frein pour la transmission des savoirs. L'hôpital, parce qu'on prescrit trop de médicaments, parce qu'on développe une expertise très centrée. Par exemple, moi j'ai eu la malaria ici en Belgique, et ceux qui ont déjà vécu cette expérience savent que ça crée plus de problèmes d'aller à l'hôpital pour soigner une malaria en Belgique que ça ne résout le problème. Et donc pour le cas du musée, cette volonté de patrimonialiser se retourne parce que finalement, le sens des objets sont figés et les communautés en sont exclues. Ça ne veut pas dire qu'on doit créer une société sans musée, comme on a parlé d'une société sans école, mais ça veut dire qu'il faut juste que l'autorité des musées soit questionnée, soit remise en question, et pour que le musée arrête d'être un obstacle et participe à cette démarche comme l'un des acteurs de la récimentisation. Le musée ne peut pas continuer à être le seul acteur qui donne du sens aux objets dans la société d'aujourd'hui. Alors, les cas concrets. En 2022, donc, comme je l'ai expliqué, il y a un spectacle de théâtre musical qui portait sur le rapatriement des ancêtres conservés en Suisse à l'Université de Genève. Ce sont 7 dépouilles nommées, donc il y a les noms, il y a les villages où ils ont été exhumés, et par un médecin suisse qui s'appelle Boris Adé. Bien documenté. 1953 pour le dernier cas, et ces restes humains sont conservés encore aujourd'hui à l'Université de Genève, et donc c'est le cas qui a aussi, comme pour le cas de l'Université libre de Bruxelles, un accord de transfert de propriété à l'Université de Lubumbashi, donc qui est dépositaire de 2 lots de dépouilles, celui de Genève et celui de l'ULB. Et donc, nous n'avons pas été partie prenante de ces négociations, mais quand on s'est emparé de la situation comme artistes, ce que nous nous sommes dit, que nous pouvons voir qu'est-ce qui n'a pas été fait au niveau de l'institution. Et donc, ce qui n'avait pas été fait, c'est que la recherche de provenance, ce qu'on appelle recherche de provenance, s'est fait uniquement dans les archives de l'université. Donc, ce que nous, on s'est dit, c'est que ça vaudrait la peine d'aller sur le terrain. Et on nous a dit, n'y allez pas, c'est l'Itourie, c'est en guerre, n'y allez pas, c'est dangereux,
ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ce n'est pas possible, vous ne retrouverez personne qui puisse se souvenir de cette histoire. Évidemment, comme les artistes sont têtus, on l'a fait. Et quand on est arrivé sur place, on a visité tous les villages, Bédégao, Agandra, tous les villages qui sont cités dans les archives, parce que les archives sont assez précises. Et donc, nous avons pu, dans ces communautés d'Mbouti, retrouver la mémoire de ces personnes. Ngala, Bédéga, Abeloua et tous les noms que l'on citait, il y avait une réponse. Il y avait, et même des gens qui ont expliqué, on a retrouvé le médecin de Boris Adé, qui a dans les 80, le fils du domestique du médecin Boris Adé, qui a témoigné de ce que lui-même a vu dans la préparation des dépouilles pour que ça ne reste que les os, il fallait nettoyer, et donc ça sentait très mauvais. Et donc, ce sont des éléments de recherche que l'institution n'a pas été en mesure de faire, notamment pour des raisons de sécurité avérées ou supposées. Et donc, la création artistique ouvre des pistes. Alors, déplacer les réels dans les relations entre acteurs. Et donc, quand on est allé voir les gens, on était plus dans une approche relationnelle, et aussi voir le patrimoine comme un élément affectif autant que politique, et donc aussi travailler avec les communautés, donc ici les Mbouti de Wamba. Ce que je dois dire sur ce cas-ci, c'est que nous avons pu organiser un colloque à Lubumbashi quand la pièce est arrivée à Lubumbashi, et lors de ce colloque, les représentants de l'Université de Genève, de l'Université de Lubumbashi ont rencontré des communautés, et il y a eu une discussion sur le futur qui pourrait se faire. Suite à ça, ou indépendamment de ça, je sais qu'aujourd'hui, le représentant de Madame la ministre est là, le ministère de la Culture s'est emparé du dossier et une nouvelle convention a été signée et je suppose que ce cas de cette dépouille de Wamba serait normalement les premières dépouilles qui pourraient revenir dans les jours ou les semaines à venir en République démocratique du Congo. Donc, au-delà de la recherche scientifique, une démarche artistique, une démarche d'activiste, une démarche communautaire permettent à créer un sens dans ces situations d'une rare complexité. Et donc, mon cadre de recherche, lui, concerne des objets. Donc, pour ma thèse, j'ai invité 4 artistes qui sont tous tabois, qui viennent donc de la communauté dont faisait partie Lusinga, Kapampa et Malibu, et qui, par rapport à leur statut de tabois, ont un intérêt sur le sujet. Je vais rapidement les présenter. Joseph Kassaou, qui est un vidéaste, a découvert un nom sur son acte de naissance, Moulengu. Et Moulengu, c'est le nom de scène de son grand-père qui était un batteur de tambour tabois, le Mfukula. Il y a un tambour particulier chez les tabois en forme cylindrique que l'on bat en le tenant sur sa poitrine, qui est un tambour que l'on bat pour annoncer l'arrivée du chef ou d'autres événements. Et c'est très particulier des tabois. Il y a un très beau fukula qu'on a découvert au musée des instruments de musique. Il y en a quelques-uns à Tervuren, à la Cité de la musique et même au Metropolitan à New York. Et donc, ce nom qu'il a découvert, ce grand-père qu'il ne connaissait pas, il va donc à sa rencontre en allant voir des Mfukula à travers le monde. Il était à Berlin, il est venu ici il y a quelques semaines. Et donc, il va réaliser une vidéo pour raconter où sont conservés les Mfukula et quel lien personnel il a par rapport à ce qu'il apprend de son père. Et donc, utiliser ainsi sa caméra comme un outil de dialogue avec la communauté en faisant des vidéoforums à Lubumbashi. Donc, on part d'une enquête intime, mais on assume par la suite le volet politique. Et donc ici, l'histoire n'est pas seulement racontée par l'institution, elle est aussi racontée par la personne qui veut se réapproprier l'objet, qui va à la recherche de sa narration personnelle. Et donc ici, la question de la recherche de provenance, elle est intime, politique, mais puisqu'elle est intime, politique et qu'elle s'ouvre à un dialogue, elle est susceptible de mieux éclairer les futurs possibles de l'objet.
La deuxième artiste que j'invite s'appelle Denise Maheu. Ce n'est pas une artiste au sens classique, c'est une journaliste radio. Elle a réalisé une résidence au musée de Tervuren comme journaliste en résidence. Donc son projet s'appelle Le rêve de la calebasse. Elle a vu une série de calebasses à l'Africa Museum. Il y en a beaucoup dans les réserves. Et ces calebasses ont assez peu de chances d'être exposées un jour. Assez peu, parce que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Ça n'a pas forcément un intérêt scientifique ou artistique particulier. Mais elle s'est dit, ces calebasses ont beaucoup de sens dans sa culture. Elle a elle-même grandi à Moba. Donc jamais exposée, elle considère jamais écoutée, parce que pour elle, le son est très important. Et ça existe juste comme un numéro d'inventaire. Et dans le podcast, elle voudrait raconter le voyage de la calebasse du Congo vers l'Europe, sa solitude dans les réserves et son envie de retrouver une vie. Et ces podcasts, elle invite aussi des jeunes qui découvrent l'histoire à travers leurs propres émotions. Et donc, elle souhaite ne pas utiliser d'images, mais de travailler sur le son et d'ouvrir un dialogue qui est producteur de sens et de contenu. L'avant-dernier artiste, c'est le sculpteur Axon, qui est aussi chef coutumier. Axon n'est pas un sculpteur, c'est un sculpteur qui n'est pas un sculpteur tabois comme on le connaît. C'est un sculpteur contemporain. Il était à Yambi, par exemple, en 2007. Il a fait des expositions ici. Donc, il a été désigné par sa famille pour rentrer là-bas. Et donc, en rentrant, il s'est rendu compte qu'un de ses chefs, donc quand il a appris que moi et certains autres amis étions ici, il a souhaité documenter l'histoire de Lisonio Tumpa Mango, qui est un de ses ancêtres, qui a résisté à la colonisation. C'est l'un des chefs qui ont porté plainte contre un administrateur colonial qui s'appelle Bwana Bulongo, donc qui a réglementé les chefferies. Donc sa chefferie a été destitué comme un chef de chefferie pour devenir même pas un chef de village. Et donc il a dû fuir, aller en exil au Tanganyika zambien. Donc lui, plus que les objets, ce qui l'intéresse, c'est des archives liées à ce procès-là, à ce chef qu'il connaît, qu'il invoque, parce qu'il est aussi chef coutumier. Et donc il voudrait réaliser des sculptures pour lui rendre hommage et à travers ces sculptures, retracer la biographie de Tumpa Mango. Et donc cette démarche, c'est donc de construire une fable avec des bouts de tradition orale, avec des bouts d'archives. Il y a un dossier sur Bwana Bulongo, Armand Van Mulderen aux AGR que je vais voir la semaine prochaine. Et donc avec ces fragments d'archives, donc on parle de 1925, construire une sorte de fable à moitié réelle, à moitié fictive, à moitié inspirée par l'histoire, à moitié inspirée par la tradition orale sur ce chef. Et le dernier artiste, Alphonse Kiela, sculpteur, a réalisé beaucoup de sculptures d'inspiration tabois. Et il les enduit toujours de patine pour leur donner la vieillesse. Aucune des œuvres que l'on verra ici ne porte son nom, parce qu'il doit rester anonyme pour que l'objet puisse coûter cher. Et donc ça me paraît très intéressant de l'inviter, de lui redonner son nom, parce que je sais que certaines galeries ici ont eu pour client Isaac Moulia, qui est son antiquaire, la galerie d'Artevel, notamment depuis Bujumbura. Donc, certains de ces objets sont au Sablon, ici chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette provocation sur les villageois africains qui doivent apprendre l'histoire de l'art pour mériter la restitution? Ce qu'on pourrait dire que ce ne sont pas les communautés en Afrique qui ont besoin d'apprendre l'histoire de l'art. C'est des acteurs, ils ont construit cette histoire de l'art. Mais c'est plutôt l'institution muséale qui doit apprendre à les écouter. Donc la restitution ne se limite pas à rendre un objet. L'élément le plus important et qui ne nécessite ni une loi ni des colloques comme celui-ci pour se mettre en place, c'est de rendre la parole aux ayants droit. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est pour cela que ces genres de colloques sont importants.
Ce que font des artistes comme Kassao, Kela, Mareo et Accent, c'est de participer à produire du sens, à mobiliser leur communauté et ainsi à anticiper toute démarche de restitution. Merci. Aksanti. Nikutaisia.